Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on part à Taipei. Mais attention, pas pour un guide touristique classique. Non, pas du tout. Les documents qu'on a étudiés proposent une approche vraiment différente. Une sorte d'exploration sensorielle du quartier de Daon. C'est ça. L'idée, c'est de l'aborder comme un paysage superposé, une sorte d'archéologie des sens en fait. Exactement. Et le point de départ, c'est l'odorat. Les sources parlent de la signature olfactive du quartier. Une idée vraiment puissante, je trouve. Carrément. C'est comme si Daon avait un parfum, avec plusieurs notes. Et il y en a 3 qui se détachent très nettement. Oui. La première, c'est cette mémoire subtile de la terre humide. Ça nous ramène très loin en arrière. Avant la ville, quoi. Voilà. Quand Daon n'était que marécage, rizière, une odeur fantôme sous le béton. Ensuite, deuxième note, le parfum doux du bois de camphrier. Ah, là on change d'époque. On est dans les résidences des professeurs de l'ère japonaise. Une odeur plus... Intellectuel. Oui, une histoire préservée. Et la troisième, la plus contemporaine, c'est l'atmosphère du café-filtre. Le symbole du Taïwan d'aujourd'hui, avec ses librairies indées, ses espaces d'art. Un certain mode de vie. Et donc notre plan, c'est de suivre ces odeurs à travers 5 strates historiques. Comme un fil d'Ariane ange-actif ? Exactement. Et pour chaque strate, on va essayer de dénicher des trésors cachés, des lieux qui racontent comment ce passé est sans cesse réinterprété. On va voir que l'histoire ici, elle se respire. J'adore. Allez, on commence par la base. La première strate, la mémoire de l'eau et de la terre. Et là, il y a un truc qui m'a tout de suite frappé, c'est l'origine du nom, Daimon. Ah oui, On pense que ça veut dire « grande paix ». Mais en fait, non, pas du tout. ça vient du dialecte Minnan, Dawan, qui veut dire « grande baie » ou « grand méandre ». Ce qui change tout, ça nous dit que sous la ville, il y a encore la géographie des marécages. C'est le point de départ. Une nature sauvage qui a été domptée. Dompté, oui, notamment grâce au canal Liugong. C'était une artère vitale pour l'irrigation, pour transformer la zone en terre agricole. Et puis la ville moderne est arrivée. Et là, ce qui était une source de vie est devenu une nuisance. Un obstacle. Un problème d'hygiène, un truc qui gêne la circulation. Exactement. Du coup, la solution, c'est D'enterrer. On cache. on met sous le béton. C'est un geste très fort. On passe d'un espace organique, fluide, à un espace politique, contrôlé, une grille. Mais est-ce que cette mémoire de l'eau, elle a vraiment disparu? Non, elle refait surface, mais de façon très subtile. Les sources parlent du subconscient de la ville. J'aime bien cette image. On le voit dans la forme des rues. Dans les quartiers de Wenzhou ou Qingtian, il y a encore des ruelles qui serpentent. Ah oui, qui ne sont pas droites. Voilà. Elles suivent le tracé invisible des anciens canaux. Et c'est là qu'on trouve des pépites, comme ce café, le AGCT appartement. Il est perché au 3e étage, c'est ça? Oui, et c'est pas un hasard. Il offre une vue plongeante sur ces traces, sur cette irrégularité. Et cette irrégularité, aujourd'hui, c'est devenu un luxe culturel. Le luxe du calme. Le luxe d'échapper à la grille, au bruit. Ces cafés ne vendent pas que du café. Ils vendent une atmosphère, une quiétude héritée de cette géographie qu'on a voulu effacer. C'est fou. Bon, on quitte cette mémoire de l'eau pour une odeur bien plus présente, l'arouché, le camphore, 2e strate. Oui, on change complètement d'univers. Direction le quartier de Qingtian, planifié à l'époque japonaise. Une sorte de cité-jardin pour les professeurs de l'université. Exactement. L'université impériale de Taiyoku, qui est aujourd'hui l'université nationale de Taïwan, et on y a construit des maisons magnifiques en bois de camphrier. D'où cette odeur si particulière. Et après la guerre, ces maisons sont réattribuées à l'élite intellectuelle taïwanaise. C'est là qu'intervient une figure comme Yin Hai-kwang, par exemple. Oui, un grand penseur libéral, opposant au régime. Il faut vraiment imaginer ce quartier comme un bastion de la liberté de penser. Un contre-pouvoir intellectuel, juste à côté du pouvoir politique et commercial de l'East District. Le parfum du camphrier devient alors le symbole d'une pensée rebelle. Rebelle et en même temps ancrée dans une tradition. Oui, c'est tout le paradoxe. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Comment on peut ressentir cette histoire? Eh bien, elle a été transformée en expérience. Par exemple, Qingtian 76, une ancienne résidence de professeurs devenue un restaurant, un espace culturel. On peut y manger, c'est ça? Oui, et on peut surtout toucher, sentir le bois. L'histoire devient un capital culturel consommable, comme le disent très bien les sources. Consommable? Le terme est un peu fort, non?
Il l'est. Et il pose la question de la mise en scène. Justement, les documents parlent de mise en scène de l'atmosphère intellectuelle. Ça sonne un peu artificiel. Ça peut l'être. Le risque, c'est de transformer une histoire de résistance en joli décor pour Instagram. Voilà. Mais on peut aussi le voir comme une porte d'entrée. On vient pour la photo, on repart avec une brochure sur Yenai Coin. C'est une façon de rendre l'histoire accessible, désirable, même si elle est un peu curatée, mise en scène, oui. Je vois. Une façon de la maintenir vivante. On passe maintenant à une histoire plus populaire, avec notre troisième strate, la mémoire des migrants et surtout la nourriture. Oui, on quitte les intellectuels pour les villages de dépendants militaires, les Huancun. Après 1949, des familles d'officiers venus du continent s'installent là, dans des villages construits à la va-vite. Comme le Shengong New Village. Exactement. Et dans les années 80, on rase tout pour construire des logements publics modernes. L'histoire classique de la modernisation urbaine. Mais qu'est-ce qui survit? Les bâtiments, non. Mais les gens, si. Et surtout, leur goût. C'est là que les sources sont passionnantes. Elles parlent de la nourriture comme mémoire publique. La cuisine comme dernier refuge de la mémoire orale. C'est ça. Les recettes qui sont nées dans ces villages, ce mélange de toutes les cuisines régionales de Chine, ça a survécu. C'est même devenu un pilier de la gastronomie taïwanaise. Et on peut encore goûter à ça aujourd'hui. Carrément. Le lieu emblématique, c'est le restaurant Zhongnan. Et ce qui est fou, c'est son emplacement. Ah oui? Juste à côté de l'East District, le quartier le plus chic. Au milieu des boutiques de luxe, on a ce petit restaurant, tout simple, qui sert des plats familiaux comme les boulettes tête de lion. Avec le riz à volonté, c'est ça le détail incroyable. Le riz à volonté, c'est un choc culturel, c'est la générosité, la simplicité qui résistent en plein cœur du capitalisme de luxe. J'adore ce genre de contraste. Et il n'y a pas que le restaurant, si. Non, il y a aussi le marché de Chenggong, qui est resté le cœur social du quartier, et même des projets artistiques comme le Time Seed Project, qui utilise le son et les odeurs pour reconnecter les habitants actuels à l'histoire du lieu. La mémoire trouve toujours un chemin, en fait. Toujours. De la mémoire d'une communauté rasée, on passe à celle d'une communauté déplacée. Quatrième strate, le parc d'A'an Forest. Un lieu que tout le monde connaît, mais dont l'histoire est sombre. Oui, très. Ce parc, ce poumon vert, n'a absolument rien de naturel. C'est une création. Et avant, il y avait quoi? Un bidonville. Des constructions illégales où vivaient des familles très modestes. Et dans les années 80, la mairie a décidé de nettoyer tout ça pour créer un grand parc. Ce qui a mené à une démolition massive et très controversée en 1992. Extrêmement. C'est pour ça que les sources nous invitent à voir ce parc non pas comme un paysage naturel, mais comme un paysage politique. C'est fort comme expression. La tranquillité du parc a été achetée au prix de sacrifices humains. Les documents parlent de violence silencieuse. C'est terrible d'imaginer ça. On marche sur les ruines d'une communauté, en fait. C'est exactement ça. La valeur de ce parc, c'est aussi le souvenir de ce conflit social qui est enfoui dessous. Et est-ce qu'il reste des traces visibles de cette histoire? Il faut savoir où regarder. Par exemple, les zones écologiques à l'intérieur du parc, un peu plus sauvages. Elles rappellent que cette nature est planifiée, qu'elle est le résultat d'une purification. Et la station de métro aussi. Ah, la station d'Anne Forest Park. C'est une réponse architecturale à ce conflit. Avec sa place en contrebas, ses bassins, elle essaye de réconcilier la surface verte et la mémoire souterraine. C'est une tentative de guérison par le design. On arrive à notre dernière strate, la cinquième. On revient à l'effervescence intellectuelle, mais dans sa version contemporaine. Oui, Dan, c'est le cœur universitaire avec NTU, Shida. Et le portail de NTU, ce n'est pas juste une belle entrée. C'était un lieu de rassemblement politique. Absolument. Dans les années 80, pendant le mouvement d'opposition d'Angwai, c'est là que tout se passait. Les manifs, les grands discours, c'était un lieu de confrontation. Et aujourd'hui, on n'imagine plus ça. Non. Et c'est là que l'analyse est fascinante. On est passé de l'agitation politique au goût culturel. L'activité intellectuelle s'est déplacée de la rue vers l'intérieur. Vers les cafés. Vers les cafés, exactement. Et le symbole de ça, c'est le café filtre, le hand drip coffee. Le rituel lent, la dégustation. Tout ça incarne un nouvel intellectualisme. Moins dans la confrontation, plus dans la contemplation. L'engagement politique s'est transformé en un bon café d'origine. C'est un peu cynique, non? On pourrait le voir comme ça, mais c'est plus complexe. Les combats ont changé. La quête intellectuelle se poursuit, mais dans d'autres lieux.
Les librairies indépendantes, les cafés de spécialité comme le C25 FIC Café Croix. Ce sont les nouveaux forums. Les fameux troisième lieux, voilà. On refait le monde à voix basse, autour d'un café d'origine contrôlée. L'intellectualisme s'est esthétisé. Et cette culture, elle s'exporte maintenant. LSM, oui. L'esthétique de Dan, on la retrouve dans d'autres quartiers comme la rue Siphon. C'est devenu un modèle. C'est incroyable. Quand on récapitule, on a vraiment l'impression d'avoir pelé les couches de Daan. Des marécages à l'odeur de camphre, au goût des migrants, au sacrifice du parc jusqu'à l'arôme du café. C'est tout à fait ça. Et la réflexion finale des sources, c'est qu'une promenade dans Dan est une méditation sur ce qui disparaît et ce qui reste. Les trésors cachés ne sont pas que des reliques. Non, ils sont la preuve de la capacité d'une ville à encaisser les chocs de la modernité, même les plus violents, et à les transformer. En culture, en goût, en beauté. C'est une vision de la résilience, en fait. C'est une belle conclusion. Et c'est peut-être la pensée à emporter. Chaque ruelle tordue, chaque vieille maison, chaque plat, tout ça nous rappelle que la beauté d'une ville se construit souvent sur ses fantômes, sur sa capacité à se réinventer. Et ça nous pousse à regarder la ville différemment. Exactement. La question à se poser, ce n'est plus seulement « qu'est-ce que je vois ?», mais « qu'est-ce que ce lieu a dû sacrifier pour devenir ce qu'il est ?» Et là, la visite prend une toute autre profondeur. On ne fait plus que consommer une expérience, on entre en dialogue avec l'histoire.